Bonjour à tous. Bonjour Maude. Bienvenue pour ce troisième Facebook Live dans le cadre de l'initiative Pointe-à-Calière chez vous. On a le bonheur de vous annoncer aujourd'hui qu'on sera avec vous à chaque jeudi midi. Surveillez là, tous les événements de notre programmation sur notre page Facebook ou sur notre site web. Donc, aujourd'hui, c'est un Facebook Live un peu particulier. Donc, on essaie une première visite virtuelle. Vous aurez la chance d'explorer l'égout collecteur de Pointe-à-Calière avec notre guide, Maude Bouchard-Dupont. Donc, bonjour Maude. Bonjour. Donc, vous allez voir là... on va se promener dans l'égout. On va peut-être avoir le temps de prendre des questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions là, en bas de la vidéo ou sur le côté. Donc, à la fin, on prendra des questions. Et si vous avez des commentaires, donc c'est un premier essai pour nous. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Donc, je vous souhaite une bonne visite. Donc, à toi, Maude. Excellent. Donc, bonjour à tous. Comme ma collègue le disait, je m'appelle Maude Bouchard-Dupont. Je suis guide ici à la Pointe-à-Calière depuis plusieurs années et on va visiter un de mes endroits favoris dans le musée, c'est l'égout collecteur, qui est aussi une section quand même relativement nouvelle ici au musée. Donc là, on descend les marches pour se rendre tout près de l'entrée du collecteur. Donc, on va se tourner, on va voir ici la présentation qui nous permet de appréhender un peu l'évolution de cet égout collecteur. Donc, l'objectif de notre visite aujourd'hui, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur cette structure-là qui a été construite au 19e siècle et qui parle beaucoup, notamment, de comment la ville de Montréal se développe à cette période-là. Donc, anciennement, avant qu'on construise le collecteur en 1832, on avait une petite rivière qui s'écoulait ici, qui s'en allait vers le fleuve. Donc, cette petite rivière-là, elle drainait une grande partie des eaux de surface en provenance du Mont-Royal. Donc, on peut penser au ruisseau de la Côte-à-Baron, le ruisseau qu'on trouve aussi de la petite rivière Saint-Martin, le ruisseau Prud'homme qui vient du coteau Saint-Antoine aussi, qui va se drainer du côté de la petite rivière. Il va y avoir aussi la petite rivière Saint-Pierre qui va aboutir ici. Donc, au printemps, comme dans le moment ici, la petite rivière, ça devenait plus comme la grosse rivière. Là, il inondait pas mal tout ce qu'elle avait autour d'elle. Mais la plupart des autres moments de l'année, c'était une petite rivière. Donc, ici, la Pointe-à-Calière, la place Royale, c'est un endroit qui est fréquenté depuis plusieurs milliers d'années, notamment quand on parle notamment de la présence autochtone. Ici, Pointe-à-Calière, c'est un port naturel. La petite rivière, lorsqu'elle elle tombait dans le fleuve, là, il y avait une petite île, puis ça créait vraiment un apaisement du courant, puis un port naturel dans le secteur. Donc, la petite rivière est appelée nécessairement à un arrêt, parce que de toute manière, les rapides de la Chine nous empêchent d'aller plus loin sur le fleuve. Donc, les Autochtones se servent du secteur ici comme station pour préparer le portage des rapides de la Chine. Plus tard, Montréal va être fondée ici, Ville-Marie. On va construire le fort sur, je pourrais dire, la rive sud de la petite rivière. D'ailleurs, le fort de Ville-Marie va être fréquemment inondé par la petite rivière au printemps, ce qui sera bien désagréable. On peut l'imaginer pour les premiers colons. Le fort de Ville-Marie va être finalement démoli 30 ans plus tard, parce qu'il était fort abîmé, notamment à cause des inondations. Et il va y avoir le château du gouverneur de Calière qui va être là jusqu'à la fin du régime français. Après la fin du régime français, au tournant du 19e siècle, ici, on a une fabrique de tonneaux qui va être construite, qui appartenait à Antoine Papineau. Et par la suite, on va avoir, là, ici, d'ailleurs, on voit les vestiges de l'entrepôt Berthelet, qui va être contemporain de la construction des égouts collecteurs ici. Du côté de la place Royale, donc je peux dire sur la rive nord de la petite rivière, on va retrouver la place du marché qui va être aménagée du temps de la Nouvelle-France. Il va y avoir les fortifications aussi qui vont être juste devant. Donc ça, c'était le mur qui protégeait la ville française. Puis, lorsque Montréal au tournant du 19e siècle, on va démolir cette fortification en pierre-là, on va déménager la place du marché. Puis dans les années 1830, lorsqu'on construit l'égout collecteur, on va aménager une douane de ce côté-là. Donc, on est vraiment ici, dans les années 1830, c'est là qu'on va moderniser vraiment beaucoup les infrastructures de la ville. Et
Donc là, on va se diriger tranquillement vers l'intérieur de notre égout. Ça nous amène à notre prochain sujet, c'est que la petite rivière ici, elle se retrouve en quelque sorte dans le centre de cette ville qui se développe de plus en plus. Donc, on aménage un pont qui nous permet de traverser cette rivière-là. En fait, il y en a eu plusieurs générations, des ponts en bois, toutes sortes de ponts ici qui vont être aménagés. Et ultimement, ici, cette petite rivière, comme elle est dans le centre de la ville, ben on va la polluer de plus en plus. Ça va devenir une sorte d'égout à ciel ouvert, cette petite rivière-là. Et à un tel point que on va penser déjà au début des années 1800 de la transformer en égout collecteur. Ça va finalement prendre forme en 1832. Donc ici, on est à l'intérieur de l'égout collecteur. On peut voir ici la section, je dirais, la plus récente des constructions, donc la phase 2 de la construction de l'égout. Ça va être aménagé entre, là j'ai disparu, mais c'est normal, c'est juste pour que vous puissiez plus apprécier la structure donc de l'égout collecteur. Donc ici, cet égout-là va être aménagé, là, cette section-là là, dans laquelle on est présentement, entre 1838-39. C'est la dernière section à être aménagée dans l'égout collecteur. Vous pouvez remarquer ici la voûte en haut, nous, là, c'est la voûte d'origine qui est en pierre de taille, donc en pierre calcaire. Juste devant, là, vous voyez qu'on change de matériau pour la construction de la voûte, c'est de la brique. Ça date d'une des réfections donc, de l'égout, probablement vers 1915. Donc, l'égout collecteur va avoir une très longue vie active, va être opérationnel pendant 160 ans et va être finalement abandonné en 1989. Oh, ici, vous voyez, par exemple, un puits d'hommes. Donc, ici, on pouvait monter et descendre et venir faire du travail ici à l'intérieur. Donc, ça a été utilisé jusqu'à la toute fin donc de l'égout collecteur ici. Donc, on a à peu près un 2 mètres. Là, quand on sort par cette bouche d'égout-là, on va aboutir au niveau de la rue 2 mètres plus haut. Donc, c'est vraiment une des conduites qu'on a aménagées au fur du temps. Parce que quand on aménage l'égout collecteur, c'est un élément important, c'est qu'il y a seulement la rivière qui coule à l'intérieur et qui pousse une partie des eaux usées vers le fleuve. Puis, de plus en plus, on va faire plein de ramifications ici dans l'égout collecteur. Donc, on va collecter les privés, donc les eaux domestiques, mais aussi bon, l'eau, la pluie, la fonte des neiges, donc vont toutes aboutir dans cet égout collecteur. Donc, c'est normal parce qu'il collecte les eaux. Donc, ici, on s'avance tranquillement. Je ne sais pas si vous pouvez voir justement la section maintenant qui est devenue bleue. Là. De part et d'autre, il y a un petit muret là, qui anciennement faisait toute la largeur de l'égout. L'égout est à peu près 4 mètres de large là, pour à peu près 3 mètres de haut, un petit peu moins que 3 mètres. Donc, c'est quand même une grande section. Donc, ce mur de dérivation-là ici, il est très important parce que c'est une des plus grandes modifications que l'égout va connaître au cours de son histoire. C'est la construction de la station de pompage Duville qui va être aménagée en 1915. Vous pouvez voir d'ailleurs la conduite sur le côté ici. C'est près de 10 mètres donc, de tunnel qui passe sous la rue de la place Duville pour se rendre à la station de pompage. Donc, ce mur de dérivation-là dévie les eaux de l'égout. C'était là pour régler 2 problèmes principaux. Le premier problème, c'était le grave problème des inondations. Donc, à la fin du 19e siècle, les inondations deviennent de plus en plus pires à Montréal. Et c'est dû notamment parce qu'on se met à faire des coupes à blanc beaucoup à cette période-là. La neige fond plus vite et dans la vallée de l'Outaouais, par exemple, le débit du fleuve s'en trouve augmenté et l'embarque des glaces là, devient de plus en plus spectaculaire devant le port de Montréal et les inondations de pire en pire à chaque année. Donc, en 1886, c'est là que Montréal va avoir sa pire inondation de son histoire. Donc, ici, les journaux nous le racontent, l'égout collecteur, il est tellement inondé que les bouches d'égout vont éclater à la surface de la rue. Il va y avoir une espèce d'immense geyser d'eau d'égout là, qui va inonder les rues. Donc, vous pouvez imaginer comment ça devait être un désastre pour les contemporains de l'époque. Donc, ici, il y avait vraiment un besoin de réguler la pression dans l'égout collecteur. Donc, c'est une des raisons pourquoi on construit la station de pompage. L'autre raison, c'est les aménagements du port de Montréal. Donc, le port de Montréal va être aménager une jetée au tournant du 20e siècle. C'est la jetée Mécaille qu'aujourd'hui on appelle la Cité du Havre. Donc, cette jetée-là, elle bloque les glaces à l'extérieur
l'extérieur du port, mais elle bloque par la même occasion le courant, qui était très important ici pour l'égout collecteur parce que c'est ça qui poussait les eaux d'égout plus loin sur le fleuve. Donc là, ici, on n'a plus de courant dans le port de Montréal. Ça fait en sorte que toutes les eaux d'égout aboutissent dans le bassin Elgin et restent stagnantes de ce côté-là. Donc ici, les travailleurs du port s'en trouvent fort incommodés parce que des bulles de gaz, de méthane qui éclatent à la surface de l'eau, les gens subissent des empoisonnements de gaz d'égout. Donc là, il y a vraiment des gros problèmes d'odeur nauséabonde dans le port de Montréal. Donc, c'est ce qui justifie la construction de la station de pompage. Donc, la station de pompage, il y avait un fort débit d'eau qui passait dans cette station-là. On évaluait à peu près l'équivalent de l'eau qui peut rentrer dans le stade olympique qui passait à chaque jour dans la station de pompage Juville. Elle pompait l'eau vers une autre canalisation. Regarde, on voit bien ici l'entrée, notamment là, de la station de pompage. Donc, la station de pompage, il y avait des immenses pompes à l'intérieur, des gros moteurs électriques. C'est d'ailleurs la première station à utiliser l'électricité. Et ça pompait l'eau vers un autre conduite d'égout qui passait sous la rue de la Commune, qui remontait sous la rue Saint-Sulpice et qui s'y aboutissait en dessous de la rue Craig, qui est la rue Saint-Antoine aujourd'hui. Et toute cette eau-là était poussée vers le pied du courant, là où est-ce qu'il y avait beaucoup de courant, en dessous du pont Jacques-Cartier, et là où est-ce qu'on pouvait envoyer les eaux d'égout sans problème, comme on avait ici dans le bassin Elgin. Donc, cette station de pompage-là, elle va être utilisée jusqu'en 1989. C'est là qu'on abandonne l'égout collecteur et c'est à ce moment-là que la station de pompage est abandonnée également. Donc, on peut continuer notre promenade dans notre égout, promenade virtuelle, bien sûr. Donc, on est ici à peu près à la hauteur d'un des endroits, je dirais, vous pouvez voir d'ailleurs, il y a comme une espèce de petits croches, on voit là, on va mieux le voir peut-être sur un autre point de vue. C'est l'emplacement où est-ce qu'on avait le pont Franchère, donc qui va être aménagé du temps de la rivière en 1809, pardon. Donc en 1809, on construit ce pont de pierre là. On l'appelle le pont Franchère parce qu'il est sur l'emplacement des anciens terrains qui appartenaient à Gabriel Franchère. Puis il y avait un pont en bois avant qui s'appelait le pont Franchère. On continue avec la même appellation, même s'il s'agit d'un nouveau pont en 1809, c'est un pont en pierre maçonnée qui est large de 9 mètres, donc c'est quand même un grand pont. Et il est important dans la construction de l'égout parce qu'il divise en quelque sorte la première section de la construction de l'égout qui se passe en 1832. Donc, elle commence du côté de la rue McGill, on va aménager l'égout de ce côté-là, on va construire le marché Sainte-Anne parce qu'on va profiter du fait que la rivière n'est plus là, donc avec l'égout, donc on a un nouvel espace de construction, donc on va aménager le marché Sainte-Anne de ce côté-là. On va continuer la construction de l'égout jusqu'au pont Franchère. Et là, on arrête au pont Franchère. Et là, pendant 4 ans, il ne se passe rien, en quelque sorte. Et à partir de 1838, les commissaires du port de Montréal demandent qu'on finisse l'égout collecteur jusqu'au fleuve. C'est ce qu'on va faire. Et donc, c'est terminé vers 1839. Donc, la deuxième section, je dirais la section est de l'égout, mais elle part du pont Franchère. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Le pont Franchère est comme coincé dans un immense chantier. Eh bien, il va être intégré en partie à la structure de l'égout. Par exemple, les murs de l'égout, ils s'appuient directement sur la maçonnerie même du mur lui-même. On a retrouvé également donc le tablier de ce pont-là qui est juste par-dessus la voûte du collecteur lui-même. Donc ça a été retrouvé parce que quand on a fait la restauration en 2015 et 2017 ici de l'égout collecteur, bien on a fait aussi un travail en extérieur de la voûte et on a découvert par hasard les vestiges du pont Franchère qui étaient juste au-dessus de la voûte. Donc ça a été une découverte majeure, mais Pointe-à-Callieres a choisi de préserver ces vestiges-là. Donc, on ne les a pas détruits lors de la restauration de l'égout collecteur, on les a gardés. Vous pouvez voir ici les arches de métal, ici, là, qui ont été placées à l'emplacement même, là, où est-ce qu'on a retrouvé les vestiges du pont Franchère. Donc, ici, aujourd'hui, on ne peut pas les voir, ces vestiges-là, parce qu'ils sont sous la terre, mais lorsque vous promenez autour de Pointe-à-Callieres, il y a un monument là, qui montre l'emplacement donc du pont Franchère lui-même. Donc ici, donc on tombe dans la première section de la construction de l'égout collecteur. Vous pouvez voir ici plusieurs conduites là, de part et d'autre. On a un puits d'homme dans le plafond. On a une conduite sur le côté. Donc tout ça, ça va venir après 1832. Là, donc c'est des aménagements probablement qui datent du 20e siècle.
Sur le côté, vous pouvez voir une espèce d'échafaudage en bois. Ça, c'est caractéristique de la réfection de la voûte en 1915. On a laissé une partie de l'échafaudage là. Donc, ça a été retrouvé lors de l'aménagement de l'égout collecteur en 2015 et 2017. On a choisi de le laisser là aussi là, pour montrer en quelque sorte l'authenticité de la structure. D'autre part, on a un autre puits d'homme ici dans le plafond qui est illuminé, lui ici, donc qui est mis en valeur. Donc, ça, c'est bien chouette. Donc, je ne sais pas si on peut faire un 360 pour retourner sur nos pas, pour vous montrer un peu. On le voit bien de ce côté-ci. Vous voyez bien là l'égout collecteur qui fait comme un croche là, qui va vers la droite. Donc, ça, c'est vraiment entre la phase 1 qui est jusqu'aux arches de métal. Donc, c'est la première section de l'égout qui est construite en 1832. Et par la suite, lorsque ça prend le croche, bien, ça, c'est la deuxième section qui est construite entre 38 et 39. Donc, c'est la section la plus récente. Donc, voilà. Donc, on peut tranquillement se diriger vers la toute fin de l'égout collecteur. Donc, je suis certaine que vous avez pu remarquer là, depuis le début de la visite qu'on a c'est très bien illuminé, hein, cet égout collecteur. À la toute fin, vous avez des images qui proviennent de nos archives et qui se dissolvent en petits fragments qu'on a vus tout le long du mur, en quelque sorte. Donc, c'est des images de nos archives, ils vont changer, c'est un diaporama. Et ça présente, en fait, Montréal en 1838 et 1989. Donc, toute la vie active de notre égout qui, aujourd'hui, collecte la mémoire des Montréalais et des Montréalaises. Donc, ça fait partie, du dispositif lumineux qui a été mis en place par la Moment Factory pour mettre en valeur l'égout collecteur. Vous pouvez voir peut-être ici, on montre ici donc les petits fragments. Vous pouvez voir qu'il y a de l'eau, hein, juste en bas, c'est de la vraie eau. Donc ici, ça c'est un des éléments de l'égout collecteur. On est en dessous de la nappe phréatique et on a souvent des dépôts d'eau qui viennent ici s'accumuler dans le fond de l'égout et en dessous de la passerelle. Donc on dispose d'ailleurs dans l'égout de pompe pour justement drainer cette eau-là. Et ça, c'est un bel exemple que la nature veut reprendre sa place parce que malgré le fait que la rivière, une fois que l'égout est abandonné en 1989, on va la dévier vers d'autres conduites d'égout montréalais. La rivière, en quelque sorte, elle est asséchée. Malgré cela, elle veut toujours revenir au même endroit, là. Donc, elle veut, en quelque sorte, renaître. Bien sûr, c'est pas possible dans le cas ici, mais on en a des traces ici un peu partout. Donc, c'est pas de l'eau d'égout, c'est vraiment de l'eau de ruissellement là, qu'on peut voir ici, là, juste devant la présentation. Donc, si je peux peut-être conclure un peu là, sur sur notre présentation qu'on a faite ce matin. Ce midi, pardon. Donc, ici, l'égout collecteur, il a été construit dans un contexte bien particulier. D'une part, on voulait combattre les mauvaises odeurs en ville. Ça, c'était un des grandes préoccupations des autorités de l'époque parce qu'on pensait que les odeurs propageaient les maladies. C'est la théorie des miasmes qui va être très prédominante, si je peux dire, au 19e siècle. Donc, on a construit l'égout collecteur dans cette idée ici de réduire les odeurs en ville, mais par contre, on incite les gens et l'égout collecteur lui-même là, à aller jeter les déchets directement dans le fleuve, qui est la principale source d'eau potable de la ville. Encore aujourd'hui, c'est le fleuve Saint-Laurent qui est notre source d'eau potable. Donc, vous pouvez voir ici un problème qui va se profiler au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que la population ici de Montréal augmente, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont contractées à travers les eaux contaminées. On ne sait pas que ces eaux-là sont contaminées à l'époque. On ne dispose pas des instruments pour permettre de voir, en fait, les micro-organismes qui se retrouvent dans l'eau, qui nous causent bien des problèmes ici. On sait aujourd'hui, grâce aux études historiques qui ont été faites, que près de la moitié des décès qui survenaient dans les espaces urbains au 19e siècle sont dus au fait que l'eau était contaminée et que les gens buvaient cette eau-là sans savoir que ça pouvait propager différents types d'épidémies. Donc ici, c'est dans les années 1880 là, que Louis Pasteur et plusieurs scientifiques vont découvrir ces éléments-là et on va développer des techniques pour nettoyer l'eau efficacement avant de la boire. Là. Donc, on va avoir une station de filtration
de l'eau potable qui va être aménagée du côté de la station Atwater. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à traiter l'eau à Montréal et on voit d'ailleurs diminuer de beaucoup la mortalité à partir des années 1910. Donc, ça va être quand même une belle amélioration. Toutefois, les eaux d'égout, elles, s'en vont directement dans le fleuve et ça jusqu'en 1989. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans que les eaux d'égout sont traitées à Montréal. Il y a une station d'épuration du côté de Pointe-aux-Trembles qui a été aménagée depuis 1989, donc qui traite les eaux. Et c'est ce qui a amené notamment à l'abandon de cet égout-ci, parce que c'était un facteur de pollution important pour le fleuve. Donc, ici, on peut constater encore qu'aujourd'hui, c'est une des préoccupations environnementales. C'est des préoccupations qui sont quand même relativement modernes, si je peux dire, notamment pour ce qui est de la qualité de l'eau pour le fleuve Saint-Laurent. On améliore toujours les techniques de filtration de l'eau. Bientôt, il y aura un procédé avec de l'ozone qui va nous permettre de détruire les molécules de médicaments dans l'eau usée et qui va permettre d'avoir une eau de meilleure qualité lorsqu'elle va être rejetée au fleuve. Donc, ça ici, l'égout collecteur est en quelque sorte le début de tout cela. C'est un des plus anciens exemples existants en Amérique du Nord. C'est un exemple fantastique aussi parce que c'est le seul de ce type-là en pierre de taille à Montréal. Les autres infrastructures d'égout sont construites en briques, qui est un matériau qui était beaucoup moins cher. Donc, on a la chance d'avoir encore cette structure-là en très, très, très bonne forme. Donc, malgré le fait qu'elle a plus de 180 ans, elle tient très bien et elle est en très bonne condition encore aujourd'hui dû donc à l'utilisation de ces matériaux-là. Donc, ici, le dernier élément que je veux amener ici pour notre visite, c'est que vous voyez derrière ce mur-là, bien l'égout se continue sur plus de 250 mètres. Donc, c'est la première phase donc, qui avait été construite de l'égout collecteur qui se continue de ce côté-là. Et à la toute fin, il y a les vestiges du marché Sainte-Anne qui va devenir le Parlement en 1844 et qui va connaître une fin dramatique le 25 avril 1849. Il va être incendié suite à une émeute. Donc, c'est un endroit d'une importance pour Montréal, mais aussi pour le Canada. Donc, le marché Sainte-Anne, c'est l'endroit où on va abolir l'esclavage, par exemple, dans les années 1830. En 1848, c'est là qu'on va se doter du gouvernement responsable. Donc, c'est un des éléments importants de notre constitution ici au Canada. Donc, l'Assemblée a souveraineté sur les projets de loi qu'elle vote et le gouverneur ou la reine, le représentant de la reine ou du roi, eh bien, ne peut pas apposer sa signature sur le projet de loi parce qu'il est voté en chambre. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants. C'est vraiment la construction de notre État moderne, si je peux dire. Donc, par exemple, la fin dramatique de tout ça, c'est en partie lié avec le gouvernement responsable parce qu'il y avait des opposants donc à un certain projet de loi en 1849 qui vont mener donc à l'incendie de cet endroit-là. Pour les archéologues, l'incendie a été quand même fantastique parce qu'on a découvert beaucoup d'éléments, beaucoup de vestiges, beaucoup d'artefacts qu'on souhaiterait mettre en valeur un jour. Donc, ça, c'est un des projets qu'on a ici à travers notre égout collecteur qu'on a ici à la Pointe-à-Pierre. Donc, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. On a quelques minutes, je crois, pour y répondre. Oui, merci beaucoup, Maude. Donc, en fait, on a reçu une question, entre autres, de Luc Major qui demandait s'il y avait une carte qui montre la position du collecteur par rapport aux rues. Donc, oui, ça existe. Dans le fond, on vous les partagera sur la page Facebook par la suite. Puis je pense, Maude, que tu avais peut-être des suggestions de lecture ou de livres pour des gens qui voudraient en savoir plus sur la gestion de l'eau ou l'histoire des égouts à Montréal. Oui, donc l'histoire environnementale, c'est quelque chose qui est un domaine qui est très étudié, notamment la relation entre Montréalais et l'eau. Donc, il y a eu plusieurs publications qui ont été faites dans les dernières années, depuis le début des années 2000. Donc, la plus récente, c'est c'est bien. Donc, Montréal et l'eau. Par Michel Dagenet, donc qui existe aussi en anglais, qui s'appelle Montreal City of Water. Donc, ça, c'est un des, je dirais, des livres les plus accessibles sur le sujet. On a ici, j'ai un misère à montrer, mais c'est un essai, une visite virtuelle. Excellent. Parfait. Donc, on a Approvisionnement en eau ici de Danny Fougère, ici, qui est un livre sur sa thèse de doctorat. Et on a ici Question d'égout, pour terminer en beauté.
donc qui est de Robert Gagnon, là, qui parle explicitement de la construction du système d'égouts ici à Montréal et ses implications. Donc, vraiment, ici, plusieurs livres que vous pouvez lire pendant ces moments où est-ce qu'on a plus de temps là, de ce temps-ci et qui nous permettent de nous renseigner vraiment sur le sujet. Puis on mettra tous les titres, puis dans le fond, les photos des pages couverture là, sur notre page Facebook et sur l'événement. Donc, voilà, c'est ce qui termine notre visite, notre première visite guidée virtuelle. Merci beaucoup, Maude, de nous avoir accompagnés dans l'égout collecteur. Et pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le musée, évidemment, en temps normal, il est possible de se promener, évidemment, dans un égout, ce qui est vraiment une particularité assez spéciale, dans le fond, à Pointe-à-Calière. Donc, quand le musée réouvrira, bien évidemment, on vous invitera à venir le visiter. Alors voilà, merci beaucoup à tous. Et peut-être pour ceux, for those who are joining us for the visit in English, it's going to start in a few minutes. Merci beaucoup. Merci. So, hi everyone. Welcome to this first virtual guided tour of Pointe-à-Calière. So, this is presented during the initiative Pointe-à-Calière at Home.
We're really happy to tell you that we're going to be with you every Thursday at noon. So for these kind of virtual guided tour or for a discussion with some of our experts. So do not hesitate to go on our website or on our Facebook page to see our program of activities for the next week. So today you'll have the chance to explore our collector sewer that we have in Pointe-à-Calière with Maude Bouchard-Dupont, who is the guide at Pointe-à-Calière. So hi, Maude. Hello. We may have the time to take some questions at the end. So if ever during the visit you have questions, do not hesitate to post them below the video or on the side, and we'll try to answer them at the end of this virtual guided tour. It's a first for us. So if ever you have comments or if you have ideas of some stuff that you would like to hear about at Pointe-à-Calière, do not hesitate. So Maude, I'll let you start and have a great visit, everyone. Thank you. All right. So, here we go. So hello, everybody. So as my colleague said, I'm a guide. My name is Maude, and we're going to visit today through his virtual tour. One of my favorite places in the museum is the sewage collector. So we are now going down the stairs to get close to the entrance of the collector. And we're going to turn shortly here just to see the display here. And it's actually a very good way to start our visit. So the collector sewer was built in 1832, and it's the exact same place that a low river used to be. This low river was draining most of the surface water coming from the Mont-Royal, but also a few creeks coming from out west. So this low river was small most of the time, except during the spring when the surface water was actually making this low river higher than usual. So this area, Pointe-à-Calière and La Place Royale, are a very good place pretty much because it's a natural harbor. Just in front of the low river, we had the low highland that reduced the current in this area and make it a natural harbor. So for the First Nation, when they come around here, they stop by because that was the last stop before the Rapids of Lachine, and they start preparing their portage in order to walk on the island of Montreal and access le Lac Saint-Louis. So from here, it's actually the place where the city will be founded by the French in 1642. On La Pointe-à-Calière, the fort of the first settlers will be built, but unfortunately, this low river flooded the fort many times. So after 30 years, the fort is finally demolished, and we have a big house built for the governor of the city, Louis-Hector de Caillard, and since then we are calling this area La Pointe-à-Calière. So we are here after the French regime. The castle, unfortunately, of the governor is gone, and we had at the turning of the 19th century a barrel maker that has his barrel factory here. His name is Antoine Papineau, and in 1816, we had Mr. Berthelet who built a warehouse here on the side, and we actually can see here part of the wall of Mr. Berthelet warehouse. So it's what we have when on the Pointe-à-Calière, so pretty much on the south shore of the collector, the river, sorry. Collector is not built here. So it's what we have on this section of the river. On the other side, we have La Place Royale, which is the marketplace during the French period. And we had the stone fortification that was built just in front of this marketplace. And at the turning of the 19th century, we destroyed this wall and we moved the marketplace. In the 1830s, when the collector is built, we have the custom house and square that will be put in this area. So we understand here that this little river was in the middle of the city. So of course we had many bridges to go across this little river. Most of them were in wood, but in the
1809, we built the first one in stone. This is the Franchère Bridge. So during that time when this little bridge was built, the river was becoming more and more every year some sort of an open air sewer. People were dropping their waste, even it was actually forbidden by the authorities at the time. This river started to smell, and it's in the middle of the city. And at the time, we thought that the smell, especially bad smell, is actually one of the causes of the epidemics in Montreal. So the very first big epidemics that hit Montreal actually occur in 1832. It's a big cholera epidemic that kills almost 2,000 people, and it's the authorities will make many acts in order to fight this terrible epidemic. The first one will be quarantine the new people arriving here on the continent that will bringing cholera with them, unfortunately, and the other act they will make, it's actually building and cleaning the street of Montreal, make it smell better, and we thought it's going to be one of actually the good action to fight this terrible epidemic. So in 1832, we start building the collector sewer towards the actual McGill Street, and we're going to walk all the way towards the St. Lawrence. So today we have the street Place du Ville just over this collector. So the collector is quite a large one. We have almost 3 meters height and 4 meters wide. So it's quite a large one, more than 4 meters wide, actually. So you see here the various material that is used to build this sewer. This first part is stone, so it's the famous gray stone of Montreal that is used here to make the vault. And we have bricks here. This is actually construction that comes after the original construction. So the collector has a very long life. It was used for 160 years, and it was finally abandoned in 1989. Here we have some sort of what we call a manhole. So we have some sort of a tunnel that goes up, and they give access to the street. All right, so it's quite a long tunnel and a long way to go up the street. So the collector here has a very long life. It was abandoned in 1989. The water of the river that was still running into the collector was deviated towards the other part of the sewage collector system of Montreal, and it was filled with sand. All right, so it's finally in 2015 that we start working on the sewage collector to restore it and make it part of the museum. And finally, this section here is open to the public in 2017. Through its history, the collector has many changes. One of them is the building of the pump station du Ville. So here you have on each side little walls here. There was, when it was operational, the wall was making, you know, the full length of the collector. This wall was there to deviate the sewage water out of the collector into a little tunnel that goes under the street Place du Ville and access the pump station. So why we built this pump station in 1915? It was mostly to control the pressure of water in the collector. At the end of in the last 50 years of the 19th century, we have terrible problems with floods, especially the spring floods that become worse and worse every year. And this cause is actually a cause that is environmental, because we cut so many trees around the Ottawa River that the snow melts faster, the St. Lawrence River becomes higher, and the ice shelf in the spring becomes spectacular in the harbor of Montreal. And the flood also become quite spectacular here. In the newspaper, we can read in 1886, this is the worst flood that Montreal had to go through. And there's so much water in the collector that
it's totally filled to the very roof, and there's so much pressure that the water is going out by the different manholes that we saw earlier, and it's spraying right into the street, all the sewage water. So imagine how much it was a disaster for the people who live in Montreal at the time. So it's one of the reasons why we built the pump station, in order to regulate the pressure, the water pressure in the collector. The other reason is a new installation in the harbor. We built a pier called the Mackay Pier, just in front of Pointe-à-Callieres, to block the famous ice outside of the harbor. But it's also blocked the current. So here the sewage collector water end up into the harbor and gets stuck there. Oh, here we can see quite well here the passage that lead to the pump station. That's very good. So the fact here that the sewage collector send all its water right into the harbor, and there's no more current to bring this sewage water any further, it's actually causing a lot of problems, especially for the people who works in the harbor. They start to faint because the smell is becoming so bad. We have big bubble of gas that bursts on the surface of the water, so it's no good at all. So we decide to deviate the water out of the harbor with this pump station. So this pump station has electric motors. So it's the first pump station built with those kind of machinery, and the pump station pump the equivalent of water that could fit into the Olympic Stadium every day. All right, so once it's pumped into the pump station, it goes in another collector under La Commune Street to Saint-Sulpice Street and under Saint-Antoine Street that we call Craig at the time. And it's going all the way to the Pied du Courant, where most of the sewage water end up, because there is a lot of current there. So no more problem of stagnant water over there. So the pump station and the collector was used until the end of the 1980s. And after that, the pump station was restored by Pointe-à-Callieres, and now it's a part of our museum today. So let's walk into our collector. So we're getting very close to the Franchères Bridge in the dark. Here we go. So you see here on the middle arch, the Franchères Bridge is a very interesting, it's actually very interesting itself for the fact it was one of the first stone bridge in Montreal, but also it's for the collector, it's actually some sort of the frontier between the phase 1 of the construction of the collector and the phase 2 of the collector. So the first phase of the collector is built in 1832. It starts at McGill Street and it goes all the way east to where the bridge used to be, so around the street Saint-François-Xavier. So the bridge, the collector is built until the bridge, and it stopped there. And for 4 years, there was not much happening because the collector is not finished. And finally, in 1838-39, the collector is finally finished because the harbor commissioner asked that the collector is finally finished to the very St. Lawrence River. So this little bridge was in middle of the construction for about 10 years. What happened to it? Well, it was integrated partially to the structure of the collector. So the wall of the bridge was actually right beside the wall of the collector itself, and the bridge deck, which actually were left right where it used to be, and it will be just over the actual vault of the collector, so its roof. So it was a big surprise for the archaeologists when we are doing the exterior work on the collector structure to find the remains of this very old bridge. So the decision of the museum related to this bridge was to keep the remains intact. So we keep them, even though we cannot see them, unfortunately. It's actually been kept intact, so we didn't destroy them. And today, when you walk around the museum, there's a monument that shows the bridge used to be at the very place where we have Saint-François-Xavier today. I don't know if we can see here in the collector, maybe not, but there's really some sort of a
it goes straight, and after that it turns a little bit on the right. So this is really showing the orientation. I believe it's actually where we are exactly standing. So this is part one of the construction of the collector, and what is going east is part 2. So we have here around us, you can notice that the vault is in brick here. It's probably was been made in 1915, at the same time that the pump station Duville. And you see we had left here some sort of a wood structure that was left there by the construction worker when they finished their work. So it was actually found when we restored the collector in 2015, and we decided to let it right there. So if we walk, oh, there's a better view. Here we go. So we're gathering here at the end of the collector. So you see there's something in the very, very bottom of the collector, and these are images. So Moment Factory of the collector, in the back 38 by our collector of memories. So now it's the new purpose of our collector. You can see here in some sort of the floor of the collector, there's water. This is actually water that is coming from natural stream. So it's not sewage water. So it's really water that is coming from everywhere. So even though the river was dry out when we finally been in the collector in 1989, the water always tried to come back at the same place. All right, so this is the story of the Lost River of Montreal, always trying to come back. So the collector behind this picture here is going another 250 meters. So one day we hope to restore the full structure and show to the public a very fascinating archaeological site that has a lot of importance for the history of Montreal, but also the history of our country. Is the Saint-Anne Market that was turned into the Parliament of Canada in 1844, and has a very dramatic ends. It was burned after a riot in 1849 on April 25th. So we found a lot of remains. Pointe-à-Callieres actually did a lot of research over there, so one day we hope to show it to the public. So to conclude our visit here, what I can say is this collector is very important because it shows all the city is developing and constructing itself in the early 19th century. So we built this collector for two reasons. One of them is to escape the bad smell of this open air sewer that was the river before. So we keep the smell under the street into this big tunnel, and we thought it's going to be a good thing to fight the epidemics. The other reason is actually to facilitate the fact that we wanted to walk from La Place, La Pointe-à-Callieres to the city, La Place Royale. So the fact that we have the collector there, we don't have to use the bridge anymore, so that it's make it our walk easier, that's for sure. Otherwise, we actually gain new space to make new construction, like the Saint-Anne Market, so that's a plus too. And this collector actually forbid the people to drop their waste into the Little River. They have to drop it right into the St. Lawrence. And also this sewage collector, as all the other collector in the city, drop all their waste into the St. Lawrence River. Even today, the St. Lawrence River is still our main source of drinkable water. And you can actually probably guess here what is going to become the problem in Montreal is our water year after year become less and less good for us. We know today that according to the research that we did, about half of the death every year was caused by the fact that the water was not treated in the cities during the 19th century. So that is quite a large number. Here in Montreal, we decided finally to treat our water in 1910. So it was actually when we built the Atwater station. So the water that people start to drink after that was
clean of any bacteria that could contaminate and spread epidemics. So that was one of the good things. But the sewage collector all dropped their raw sewage right into the St. Lawrence River until 1989. So it's not been a long time that we decided to improve the quality of our water here in the St. Lawrence. But today we have actually infrastructure to do that. So the sewage treatment plant in Eastern Montreal is working to do that. And we even have new process every year that makes actually the water that we send to the College de St. Lawrence cleaner and cleaner. All right. So this is the end of our tour. I hope it was actually a pleasure for me to be here with you today. If you have a question for me, don't hesitate. I'm here for you. Thank you. Thank you, Maude. So I know you had a recommendation maybe for books that may interest. So if people want to know more about water or collector sewer. Is that right? Yes, yes. Two of them are in French, and one of them is in English. So I can actually show you this book. Maybe I'm gonna show you the ones that is having an English translation. This is Montréal et l'eau. In English is Montreal City of Water. It's a very good book, very accessible, and it's actually a very good start to learn about how we use water and how we manage water in Montreal. Otherwise, the two other books are in French. We have here Approvisionnement en eau from Danny Fougère. It's a very, very good study about how we get our water through the aqueduct. And we have the last one here, Question d'égout by Robert Gagnon, which is really about how the engineer designed our collectors here in the city and how it's actually planned at the very, very beginning. So all three very good books. Okay, perfect. And so it's already on our Facebook page if you want to see the covers of the book. So thank you very much, Maude. So if ever there are questions that were not answered, we're going to answer them on our Facebook page. So thank you very much for being there, everyone. So we'll see you next Thursday at noon. So as I said at the beginning, do not hesitate to go on our website or on our Facebook page to see all that is coming up. So thank you again, and we hope you enjoyed your visit.